Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur ce nouveau chapitre, chapitre 17, Espace probabilisé. Le but de ce chapitre, c'est de refaire un peu, comme on l'a fait dans le premier chapitre de probabilité, refaire un peu tout le cadre qui va nous permettre de modéliser des phénomènes aléatoires et de calculer des probabilités. Jusque-là, pour nous, les cadres qu'on s'autorisait, c'était un univers fini, et ce qu'on appelait des événements, c'était ce qu'on appelait un événement, c'était n'importe quel sous-ensemble de l'univers. Alors on va voir que, en fait, en règle générale, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc si vous voulez, le premier chapitre de probabilité qu'on a fait, c'était en quelque sorte une introduction, et c'est dans ce chapitre-là qu'on va créer vraiment le vrai cadre le plus général dans lequel on va faire des probabilités. Je commence par vous donner quelques exemples d'univers qu'on pourrait qualifier de problématiques, du moins par rapport à notre connaissance actuelle des probabilités. Premier exemple, on lance un dé. Imaginez, en fait, ce dé est abîmé, seules les faces 2 et 6 sont visibles. Alors on pourrait poser oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rappelle que poser oméga, il n'y a pas de réponse exacte à la question qu'est-ce que oméga ? C'est finalement un peu un choix, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc admettons, je choisis de dire, bon bah certes, il n'y a que les faces 2 et 6 qui sont visibles, mais je sais que mon dé, à l'origine, il avait des faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je pose oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien. Mais le problème, c'est que je ne saurais jamais, sauf si c'est 2 ou 6, sur quelle face est tombé mon dé. Donc cet univers est problématique. On va voir un peu plus tard ce qu'on peut faire avec ça. Un deuxième exemple, un univers infini. Alors jusque-là, on n'avait jamais étudié d'univers infini. Dans le premier chapitre de probabilité, on avait listé quelques univers, des finis, des infinis, et puis je vous avais dit, ceux-là, on les oublie pour l'instant. Les univers infinis, le cadre qu'on va développer ne nous permettra pas de faire quoi que ce soit d'intéressant là-dessus. Bon maintenant, on va pouvoir. Alors voilà un exemple d'univers infini. Je lance une infinité de pièces, au sens où je ne m'arrête jamais de lancer des pièces. Et je modélise mes issues par une suite de P et de F. Donc c'est une suite de piles et de faces. Je note pile P et face F, et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de savoir quelle est la suite de piles ou de faces que j'ai fait. C'est un univers infini, évidemment, il y a une infinité de suites possibles. Encore un autre exemple, un jeu de fléchettes. On tire une fléchette sur une cible en forme de disque de rayon 1, je choisis de noter D ce disque, et voilà comment l'écrire avec des équations. L'ensemble des vecteurs x, y du plan qui vérifie x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Faisons un petit dessin. Vous savez que l'équation x carré plus y carré égale 1, c'est l'équation d'un cercle. X carré plus y carré inférieur ou égal à 1, c'est tous les points à l'intérieur ici. Donc je pourrais le colorier, c'est tout ce disque. Alors, ce que je vais modéliser comme univers, c'est l'ensemble de mes issues. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est où est tombée ma fléchette. Ça peut être n'importe quel point de D. Donc je pose oméga égale D. Alors bien sûr, c'est aussi un univers infini, puisqu'il y a une infinité de points dans ce disque. Voilà, alors le but, c'est de refaire l'étude des probabilités comme au premier semestre, en s'autorisant cette fois ce genre d'univers, et puis pour ça, va falloir développer un peu le langage, un peu les calculs, les propriétés, il va falloir généraliser un peu tout ce qu'on a vu avant. Ça va notamment passer par un savoir-faire important qui est savoir écrire des événements un peu plus compliqués qu'avant. Ce que j'aurais pu vous demander dans le premier chapitre, c'est écrire à l'aide d'événements, je sais pas moi, faire pile, puis face, puis pile, F1, inter... P1, inter F2, inter F3, etc. Maintenant, si je prends mon exemple 2, j'ai une suite infinie de lancers. Je vais donc pouvoir faire écrire des intersections ou des unions infinies. Donc intersection sur petit n appartenant à n étoile, union sur petit n appartenant à n étoile. Alors là, j'ai laissé un petit blanc, je vous laisse réfléchir à ce que pourraient signifier ces événements. A. L'intersection pour n appartenant à n étoile des Fn, c'est-à-dire F1, inter F2, inter F3, inter F4, et je ne m'arrête jamais. Et sachant que ici, Fn signifie on a eu face au nème lancé. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour réfléchir à comment vous traduiriez ça en une petite phrase en français.
et puis bah, moi j'écris la réponse. Donc mettez pause si vous voulez pas vous faire spoiler. Alors, F1 inter F2 inter F3 sans jamais s'arrêter, bah, ça veut juste dire qu'on fait tout le temps face. On ne fait que des faces. De même avec F1 union F2 union F3 union F4. J'ai fait face au premier lancé, ou j'ai fait face au deuxième lancé, ou j'ai fait face au troisième lancé. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, mettez pause. Je vous invite même à mettre pause et à y réfléchir 2 minutes. Comment on pourrait traduire ça simplement en une petite phrase en français? Eh bien, faire au moins un pile. Au moins un face, pardon. Voilà, donc on va apprendre un peu à écrire, manipuler ce genre d'événements, des unions infinies, des intersections infinies. Alors, peut-on calculer ces probas là, P de A, P de B? Ça paraît un peu compliqué avec notre connaissance actuelle, hein. Une proba d'union infinie, on aurait une somme infinie, et encore faut-il que ce soit incompatible 2 à 2, sinon qu'est-ce qu'on peut faire? Bref, on n'est pas du tout armé. Une intersection infinie, est-ce qu'on a de l'indépendance? Si oui, on peut peut-être faire des produits, mais qu'est-ce qu'un produit infini? Pareil, on n'est pas encore armé. Donc c'est ce qu'on va développer. Alors un petit exo auquel je vous laisserai réfléchir, et on écrira la solution lors du cours, lors du débriefing de ce petit cours à distance. Avec les notations ci-dessus, essayez d'écrire l'événement « n'avoir jamais 2 piles consécutifs ». Donc je vous laisserai regarder ça, on passe à la suite. Dans l'exemple 3, l'exemple de ma fléchette, si je prends un sous-ensemble de mon disque, hein, bah c'est une partie de la cible, mon disque c'est pareil, si je prends une partie de la cible, comment je peux calculer la probabilité de cet événement? Je refais le dessin. Voilà mon disque, je prends cette zone-là, A. Comment calculer la probabilité que ma fléchette tombe dans cette zone? On ne sait pas encore. Donc on va tenter quelque chose. Voilà un point de vue intéressant. Comme ma fléchette est tirée uniformément, admettons, hein, je ne vise pas particulièrement, je lance juste ma fléchette sur la cible. Donc si je tire ma fléchette uniformément, pour n'importe quel point Q de la cible, et bien la probabilité de juste l'événement, la fléchette arrive pile sur ce point-là, et bien vu que je tire uniformément, que je tire par ici, par ici, par ici, par là-bas, ça ne changera rien. Donc il serait tentant de dire la probabilité du singleton Q ne dépend pas de Q. Mais si vous faites ça, et que vous donnez une valeur strictement positive à cette probabilité, bah assez vite, en sommant, vous allez dépasser 1. C'est pas possible. Imaginez, c'est 1 milliardième. Bon, bah, il y a plus qu'1 milliard de points dans la cible. Donc la proba au total ferait plus que 1. Pas possible. Donc la seule valeur crédible, ce serait de donner la valeur 0. Donc la proba de tomber en un point précis, n'importe lequel, serait 0. Mais maintenant, je peux tout à fait dire que ma cible, ou même ma zone, A, c'est l'union de ces points. L'union des X, des singletons X, qui sont dans A. Et c'est une union 2 à 2 disjointe. Ces événements 2 à 2 sont disjoints. Donc si j'applique ce qu'on a vu au premier chapitre sans réfléchir, la proba de A, ça va être la somme des probas de X, ça ferait la somme des 0 et ça ferait 0. Ce qui semble absurde, si je vous dis, je regarde ce dessin et je dis la proba de la zone que j'ai hachurée, c'est 0. Bah, ça paraît être n'importe quoi, évidemment qu'il n'est pas impossible que ma fléchette tombe là-dedans. Donc si on réfléchit pas, si on applique juste tout simplement ce qu'on vient de voir dans les chapitres précédents, ça va mal se passer. Alors, en fait, un choix plus crédible de probabilité de A, ce serait de faire la chose suivante. Et c'est ce que je vous ai déjà expliqué quand on a fait du Scilab avec la fonction rand de Scilab. Je vous avais d'ailleurs décrit le comportement de rand comme un jeu de fléchettes sur l'intervalle 0,1. En fait, comme la proba de cette zone ne dépend pas de sa position, la seule chose qui va compter, c'est son aire. Donc un choix plus crédible, ce serait de dire la proba de A, c'est l'aire de A, divisé par l'aire de la cible. Que vous preniez une moitié de la cible, peu importe où vous la placiez,
vous allez avoir une chance sur 2 de tomber dans cette moitié. Que vous preniez un tiers de la cible, peu importe où vous le placez, etc. Donc voilà une réponse un peu plus satisfaisante pour pouvoir faire des calculs, mais même avec ce qu'on vient de réaliser là, il reste des petits problèmes. Si je vous dessine un ensemble absolument affreux, pour lequel on n'arrive pas à donner du sens à la notion d'air, qu'est-ce qu'on fait? Voilà mon A. Ce gribouillis, là, je dis que c'est A. Quelle est la proba que ma fléchette tombe là-dessus? Bon, bah, ça va être difficile, parce que ça veut dire quoi, l'air de ce machin? Donc ça, typiquement, j'ai envie de dire, c'est un événement, une zone de la cible qui n'est pas pertinente. J'ai pas envie de la considérer comme un événement. Voilà, je vais mettre ce dessin là-bas. Alors ça, c'est une idée assez fondamentale. Jusque-là, je le redis, je l'avais dit au début, jusque-là, pour nous, tous les sous-ensembles de oméga, on s'autorisait, enfin, on qualifiait ça d'événement. Avec ce qu'on vient de voir là, on va commencer à se rendre compte qu'en fait, il y a certains sous-ensembles de oméga qui ne seront pas pertinents pour nous. Ou bien ils ne seront pas pertinents, ou bien on voudra les éviter parce qu'ils sont trop affreux. Bref, tout sous-ensemble de oméga ne va plus être un événement. On va appeler événement et on va s'autoriser à étudier seulement certains sous-ensembles de oméga. Exemple plus simple que la cible, je reprends mon premier exemple du dé avec seules les faces 2 et 6 qui sont visibles. L'événement 2 tout seul, le singleton 2, il est pertinent. Je peux savoir si mon dé est tombé sur 2. L'événement 6 tout seul, oui, c'est pertinent pour la même raison. L'événement 2 et 6 ensemble, aussi, parce que je peux savoir si mon dé est tombé sur 2 ou sur 6. Mais par exemple, l'événement 1-2, il n'est pas pertinent. Parce que je ne pourrai jamais savoir si mon dé est tombé sur la face 1, l'ancienne face 1, puisqu'elle n'est plus affichée, elle n'est plus visible, je ne le saurai jamais. Alors je vous laisse réfléchir à ça, du coup, est-ce que vous pouvez me donner d'autres événements pertinents, idéalement tous les autres événements pertinents, dans cette expérience où un dé n'a que ses faces 2 et 6 visibles? Donc pareil, je vous invite à mettre pause dans la vidéo, à prendre quelques minutes pour y réfléchir, et à faire une liste, et puis après on compare. Voilà, moi je commence à les écrire. Alors, en plus de... alors je remets le 2, le 6, le 2, 6. Eh bien, un truc intéressant, c'est que par exemple, comme je peux savoir si mon dé est tombé sur 2, je peux aussi savoir s'il n'est pas tombé sur 2. Donc le contraire de 2 y est. C'est quoi le contraire de 2? C'est 1, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire 2 barres. Je vais l'écrire comme ça. Pour la même raison, 6 barres y est, le contraire de 6. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Je sais aussi qu'il, par exemple, que s'il n'est pas tombé ni sur 2 ni sur 6, je ne sais pas lequel c'est, mais je sais quand même que c'est 1, 3, 4, 5. Voilà, vous me direz si vous en trouvez d'autres. Et on termine le petit 1 avec un exo, pareil, qui est juste de l'écriture d'événements, comme vous l'avez fait au début de la vidéo. Je vous laisse lire cet exo et pareil on débriefera. C'est juste de l'écriture avec des unions, des intersections, éventuellement infinies. Alors développons maintenant plus précisément cette idée de garder que certains événements. Donc on veut restreindre le qualificatif d'événement à pas forcément tous les sous-ensembles de oméga, pas tout P de oméga, mais seulement certains. Alors il y a quand même certaines règles à respecter, on ne peut pas choisir un peu juste ce qu'on veut pas. Quand on fait des probas, on veut quand même être capable de considérer des unions, des intersections d'événements, alors dénombrables, on va voir ce que ça veut dire, des contraires, sinon on ne pourra jamais rien calculer. Alors, pour comprendre un peu plus précisément ces règles naturelles, je définis la notion de dénombrable. Une famille d'événements, que je note ici A indice I pour petit i appartenant à un ensemble d'indices grand I, elle est dite dénombrable si on peut la numéroter à l'aide d'entiers.
Donc par exemple, je reprends l'exemple de la pièce, l'exemple 2, ma suite infinie de lancers de pièces. J'ai appelé Gn, alors qu'est-ce que j'ai appelé Gn là-haut? C'est une erreur, c'est les Fn. Donc la famille des f indice n pour n appartenant à n étoile, bah, je viens directement de la numéroter à l'aide d'entiers. Elle est donc dénombrable. Mais par exemple, dans la cible, mon exemple de jeu de fléchettes, si je prends l'ensemble, la famille de tous les points de la cible, c'est pas dénombrable. C'est un peu embêtant à expliquer, on va pas rentrer dans les détails, mais il est impossible de numéroter tous les points de ce disque. C'est comme si vous vouliez numéroter, c'est même pire que si vous vouliez numéroter tous les nombres réels entre 0 et 1. C'est impossible. Il n'y a pas de premier nombre réel, de deuxième nombre réel, etc. On ne peut pas les numéroter, il y en a trop. Il y a une infinité de points sur cette cible, mais une infinité encore plus grande que les nombres entiers. Voilà. Alors, définition 2, la définition de tribu, c'est ça qui va remplacer P de oméga. Donc je prends un oméga, un univers associé à une expérience aléatoire, je vais appeler tribu, on rencontre aussi l'expression sigma algèbre, toute partie de P de oméga, donc c'est pas forcément lui en entier, qui vérifie les règles suivantes. Je veux que ma partie, ma tribu, contienne l'événement certain, oméga. Je veux, étant donné un événement dans ma tribu, que son contraire y soit aussi. C'est ce qu'on appelle la stabilité par passage au contraire. Et je veux, étant donné une famille finie ou dénombrable d'événements, c'est-à-dire de choses qui sont dans la tribu, eh ben je veux que leur union y reste. C'est ce qu'on appelle la stabilité par union, finie ou dénombrable. Quand ceci a lieu, on dit que oméga A est un espace probabilisable. Et dorénavant, à partir de cette définition, quand je dirais événement, ça veut dire quelque chose dans la tribu, quelque chose dans grand A. Voilà. Alors comme d'habitude en mathématiques, on ne demande que le strict minimum possible dans les définitions, dans les axiomes, et le reste, on essaye de voir si on ne peut pas l'avoir gratuitement. Et bien c'est le cas. Par exemple pour l'intersection. Regardez, j'ai jamais parlé d'intersection dans la définition, mais j'ai parlé d'intersection dans mon but au départ. Et bien en fait, on va pouvoir, avec uniquement ces trois règles-là, faire des intersections. Pourquoi? Démonstration. Eh bien déjà, comme j'ai droit au complémentaire, grâce à la règle numéro 2, il me suffit de vérifier, par petit 2, il suffit de vérifier que le contraire de mon intersection appartient à ma tribu. Mais le contraire d'une intersection, vous savez tous ce que ça fait. Je vous laisse une seconde pour vous le dire. C'est l'union des contraires. Or, I bar appartient... Or, quel que soit I appartenant à I bar appartient à A par la règle petit 2, et donc, par stabilité, par union dénombrable, on va dire stabilité par union finie ou dénombrable, l'intersection pour I appartenant à I des AI, le tout bar appartient à A. Voilà, donc en un mot, on a le droit aux intersections puisqu'on a le droit aux unions et aux complémentaires. Voilà la petite remarque qui est une redite de ce que j'ai dit en introduction et qui vous réexplique l'idée d'une tribu. Tout simplement, il s'agit d'y mettre uniquement les événements que l'on souhaite, les événements que l'on trouve pertinents pour notre problème, mais il y a quand même des règles à respecter. On veut l'événement certain, on veut les contraires, on veut les unions dénombrables, ou finies. Donc évidemment, P de oméga, ça marche toujours, hein, si vous mettez tout dedans, tous les sous-ensembles de oméga possibles, bien sûr que ça respecte ces règles, puisque tout y est. Mais pensez à cet exemple du dé, ou pensez à ces formes géométriques affreuses sur le jeu de fléchettes, on ne veut pas forcément tout mettre dedans. Alors justement,
dans notre exemple de lancer de dés avec les faces 2 et 6 qui sont les seuls visibles, quel serait un choix de tribu pertinent? Et bien mettre finalement tout ce qui vient de 2 et 6. Donc, alors évidemment, j'ai toujours dans ma tribu le vide et l'ensemble oméga. Parce que c'est une règle que oméga doit y être, et c'est une règle que le contraire doit y être. Donc, dans toute tribu, il y aura toujours vide et oméga. Donc ça, on ne réfléchit pas. Ensuite, on met 2 et 6, parce qu'on l'a déjà dit, ils sont pertinents. Et puis, on va mettre, par exemple, le contraire de 2, le contraire de 6, comme on l'a fait juste à l'instant. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le contraire de 2, 6. 1, 3, 4, 5. Alors je vous laisse prendre une minute pour vérifier que j'ai rien oublié et que tout autre événement ne serait pas pertinent. Et que là, il n'y a pas de problème, je respecte bien toutes mes règles. J'ai mis les contraires, les unions, les intersections. Hein. Non, justement, j'ai oublié 2, 6. Tiens, on le rajoute. Voilà, et puis là, je respecte toutes les règles. Toutes les unions possibles y sont. Hein. Si je mets 2 et 6 ensemble, 2, 6, il y est. Si je prends le contraire de 2, il est là. Le contraire de 6, il est juste à côté. Le contraire de 2, 6, il est là, etc. Donc, j'ai fait, finalement, un peu intuitivement, ce que j'explique là. Je suis parti de oméga obligatoire, de 2 et 6, et puis j'ai respecté toutes les règles, c'est-à-dire à chaque fois que je vérifiais, que je rajoutais quelque chose, j'ai fait en sorte de rajouter tout ce que je devais rajouter à cause des règles. Ce processus porte un nom, c'est ce qu'on va expliquer dans le petit 3. Ça s'appelle la notion de tribu engendrée par une famille de parties de oméga. Définition. Je prends oméga un univers, une certaine famille de parties de oméga, donc je vais qualifier ça d'événement parce que ça va être ma base, et on va admettre que le processus dont on vient de parler là-haut se généralise, c'est-à-dire j'admets qu'en fait il existe une plus petite tribu possible contenant tous ces événements-là. Et on l'appelle la tribu engendrée par la famille des EI. Donc, grosso modo, juste, elle contient ce que je veux et elle respecte les règles. En disant, elle contient juste ces machins-là et elle respecte juste les règles, on a la plus petite tribu possible qui contienne ces événements-là. Et souvent, on pourra faire pas mal de choses avec ce genre de tribu. Si je reprends mon exemple de suite infinie de lancers de pièces, je pourrais considérer la tribu engendrée par tous les événements f indice n, faire face au nème lancer. Elle contient déjà vraiment pas mal d'événements, hein, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Parce que vous pouvez faire leurs intersections, faire face à tel et tel lancer, leur contraire, faire pile à tel ou tel lancer, etc. Donc vous pouvez vraiment faire énormément de choses déjà avec la tribu engendrée par les Fn. Dans l'exemple du jeu de fléchettes, je pourrais dire je vais considérer la tribu engendrée par les disques inclus dans mon disque. C'est-à-dire je m'autorise ce genre de forme, mais aussi leur intersection, donc par exemple ce genre de forme, etc. Pareil, avec juste des dessins de disques, d'union de disques, d'intersection de disques, de complémentaires de disques, vous pouvez déjà faire beaucoup. On pourrait y rajouter les carrés ou des choses comme ça. Mais bon, pourquoi? On pourrait se restreindre au disque, pourquoi pas. Voilà, dans ce nouveau contexte, on va redéfinir un peu tout ce qu'on a vu en proba jusque-là, à commencer par la notion de système complet d'événements. Donc je prends un espace probabilisable et une famille finie ou dénombrable d'événements. Cette fois-ci, je vais expliquer ce qu'est un système complet. C'est exactement comme avant. Pour tout couple d'indices différents, AI interagit et vide. Donc les événements sont 2 à 2 incompatibles. Et puis leur union fait tout l'univers. C'est exactement la même définition qu'avant. C'est donc un découpage, si vous voulez, de votre univers en morceaux 2 à 2 disjoints. La seule nouveauté, c'est que vous vous autorisez, cette fois-ci, peut-être une infinité de morceaux, une infinité dénombrable de morceaux. Donc là, je pourrais les dessiner de plus en plus petits, et il pourrait y en avoir une infinité. Voilà, faisons un petit exemple de système complet infini pour voir un peu cette nouvelle version. Je prends l'exemple de la suite infinie de lancers de pièces.
Pour commencer un système tout simple fini, F10, F10 bar. Bah oui. Ou bien le 10e lancé donne pile, ou bien il donne face. Ils sont incompatibles et leur réunion me donne l'événement certain. Un exemple un peu plus intéressant. Si pour tout n entier, je note G indice n, alors je vous laisse essayer de l'écrire justement, c'est un bon exercice, c'est un savoir-faire important de ce chapitre. Je vous laisse écrire avec des symboles, avec les Fn. Le premier face arrive au nème lancé. Et puis je vais noter G pareil, on ne fait que des piles. Alors, je vous laisse y réfléchir, mais on peut déjà voir que ça nous donne un système complet, parce que, ou bien vous ne faites que des piles, ou bien le premier face arrive à un certain moment. Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. Je m'arrête jamais. Donc la famille G, G1, G2, 3 petits points sans jamais m'arrêter. Donc G et les Gn pour tout n non nul forment un système complet d'événements. Soit je ne fais jamais face, soit le premier face arrive à un moment. Alors, comment écrire ces événements avec des symboles? Le deuxième, c'est peut-être le plus simple, G. On l'a déjà écrit. Ne faire que des piles, l'intersection, pour n appartenant à n étoiles, des Fn. Des Fn bar, pardon. Ne faire que des piles. Comment dire le premier face arrive au nème lancé? Il va falloir dire que jusqu'au lancé n-1, j'ai fait des piles. Et au nème, j'ai fait un face. Je vous laisse mettre pause si vous voulez l'écrire avant moi. F1 bar, inter, blablabla, inter. Fn-1 bar, inter Fn. Voilà. Et pour terminer, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Un exemple de système complet dans ma tribu engendrée par les disques. Un système complet dans ma cible, muni de la tribu engendrée par les disques. Je découpe le disque D en un petit disque à l'intérieur, à 0. Et puis je fais des anneaux concentriques. A1 ici. A2 ici. A3 par là. Alors mon dessin est très mal fait, c'est censé être des disques, hein, donc ils sont concentriques. Et puis A4 par là. Je les prends disjoints, c'est-à-dire A0, je le prends jusqu'à son bord. A1 jusqu'à son bord, mais il ne contient pas A0 jusqu'à son bord, etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez descendre un peu sur le poly, vous avez ce genre de dessin en bien plus clair. Alors, ne lisez rien de tout ça, on verra ça mercredi, mais vous avez ce dessin en bien plus clair par ici, voilà. Imaginez que A0, c'est le disque rouge jusqu'au bord, A1, c'est l'anneau jaune jusqu'au bord, A2, A3, et puis il me manque un A4, mais vous pouvez en imaginer un. J'ai découpé ma cible en 4 zones disjointes 2 à 2 et qui recouvrent toute la cible. C'est donc un système complet d'événements. Alors voilà, vous voyez, on a commencé un peu à généraliser ce qu'on a vu dans un cadre un peu plus souple qui nous permettra de faire des choses un peu plus poussées. Voilà, ça termine le grand 1 et puis on verra la suite mercredi. Je vous laisse bien potasser cette vidéo, préparer des questions, et sur la séance de cours, je répondrai à vos questions, on résoudra les exercices, etc. À bientôt.